Bienvenue sur Douce Pérégrinations. Merci de prêter tes oreilles et ton attention à ce qui va se raconter par ici. Je m'appelle Manon, j'ai 30 ans et dans ce podcast fait maison, on va parler maternité, des débuts de la maternité. Grossesse, accouchement et postpartum vont être abordés sous toutes les coutures, de manière très explicite. Nous sommes toutes et tous à des moments de notre vie particuliers. Peut-être que les récits présentés ici ne te sont pas adaptés présentement. Je t'invite à bien te poser la question avant de poursuivre ton écoute. Tous les thèmes abordés lors des différents épisodes seront toujours présentés en introduction pour pouvoir te laisser décider si tu es prête ou non à les écouter. Le premier épisode qui va suivre cette introduction est à part et très différent des autres. J'y raconte mon histoire, la naissance de mes 2 enfants. Les autres épisodes seront dédiés aux histoires d'autres femmes que j'interviewerai par la suite. Ce premier épisode est composé de 2 parties que je vous invite grandement à écouter ensemble car elles forment un tout. La première est consacrée à la grossesse et à la naissance de ma fille, Shani. On y parle de suite de couches difficiles, de dépression postpartum et de difficultés à l'attachement, de difficultés à devenir maman. Dans la deuxième partie, qui aborde la naissance de mon fils Abel, qui est né à la maison, on parle des clés mises en place dès le début de la grossesse, qui ont mis toutes les choses de mon côté pour avoir un accouchement satisfaisant, évitant ainsi une période de postpartum difficile. Et j'y fais le récit détaillé de mon accouchement. Alors voilà, c'est parti. Ça fait maintenant bientôt 4 ans que je suis maman. Et quand j'ai commencé à devenir maman, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était une période assez particulière parce que du coup, quand j'ai appris cette grossesse, c'était une très grosse surprise parce que j'étais avec mon compagnon Ben depuis très peu de temps. Ça faisait 5 mois qu'on était ensemble. Et puis en plus, on n'habitait pas encore ensemble. C'était un projet, mais il habitait encore à Paris et moi j'habitais à Rennes à l'époque. Et du coup, quand on a appris la grossesse soudaine de Shani, qui était très 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 pressée d'arriver dans notre vie, eh bien, on l'a appris avec plaisir. C'était vraiment une très bonne nouvelle. Mais par contre, ça a chamboulé complètement nos vies, qui étaient très différentes à ce moment-là. Alors du coup, comme on était complètement novices, on a recherché un petit peu près de chez nous une gynécologue. Enfin moi en tout cas c'était ce qui me semblait le plus logique. J'avais jamais vu de sage-femme de ma vie, donc c'est pas du tout quelque chose qui était naturel pour moi de me dire je vais contacter une sage-femme. Donc du coup on a contacté une gynécologue obstétricienne, donc ça veut dire une gynécologue qui s'occupe des femmes enceintes. Et on a pris un premier rendez-vous avec elle. Je devais être enceinte de, je sais pas, 8 semaines, enfin c'était le début quoi, c'était vraiment à peu près 2 mois, quelque chose comme ça. Et donc du coup, à ce premier rendez-vous-là, elle nous dit, bon bah si vous voulez, je suis équipée, on peut faire une première échographie pour voir si tout va bien. Alors du coup, nous, on s'y attendait pas du tout. Et on était ah, bon, ok, d'accord. Donc elle nous fait une première écho. Et du coup, c'était une échographie vaginale, donc avec une sonde, avec un petit truc échographique au bout de la sonde, là, qui est inséré dans le vagin. Et en fait, là, du coup, elle lance le moniteur et on entend les battements du cœur. Je me souviens que, enfin, moi, j'avais adoré ce moment-là. A posteriori, Ben m'avait raconté que c'est le moment où, en fait, qui était pour lui le plus fort de toute cette grossesse parce qu'il s'était vraiment senti, il avait senti le plancher se dérober sous ses pieds. C'était vraiment la réalité d'un petit cœur qui battait dans mon ventre, quoi, qui donnait toute sa concrétude, enfin, c'était devenu concret, quoi. La grossesse, c'était plus une idée, c'était quelque chose qui allait arriver. Et donc du coup, on poursuit les suivis de grossesse avec cette femme-là, du coup, cette gynécologue. Et petit à petit, en fait, je me rends compte qu'il y a des choses qui me conviennent pas trop dans la manière d'aborder cette grossesse. Comme très vite, elle me demande de faire un frottis. C'est quelque chose qui se fait assez pour les femmes enceintes, qu'on m'a fait de frottis depuis longtemps. Mais bon, après, moi, j'étais jeune, j'avais 25 ans, donc c'est des frottis, c'était pas des choses qu'on faisait régulièrement. Et moi, je lui avais dit que j'étais pas trop d'accord et tout, que je trouvais que c'était pas une très bonne idée. Moi, j'avais envie qu'on me laisse un peu tranquille pendant la grossesse, qu'on voit ça après, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas trop mon mot à dire et que les médecins, enfin, en tout cas, j'ai pas très envie de faire des généralités, mais en tout cas, cette médecin-là était pas trop d'accord pour me laisser avoir un avis sur ses pratiques et que je remette en cause ses conseils. Alors du coup, elle m'a demandé très expressément de faire un frottis parce que c'était quelque chose qu'il fallait faire et qu'il y avait absolument aucun risque pour le bébé, que c'était des choses moi que j'avais lues sur internet et tout ça, que c'était mieux de pas faire de frottis enceinte, mais elle m'a dit que internet faut pas croire tout ce qu'on lit et tout ça.
Et du coup, sans mon accord, mais bon, avec mon consentement retiré un peu comme ça, sans que j'ai vraiment grand chose à dire, parce que effectivement, j'ai dit oui, mais on entend plein de choses aujourd'hui autour du consentement et notamment autour des maltraitances obstétricales. Et franchement, moi j'ai vécu ça avec ma première grossesse de manière très claire, c'est que j'ai un gros problème avec l'autorité médicale et en fait j'ai du mal à dire non en fait quand on me dit c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin il y a quand même quelque chose de une sorte d'injonction en fait qui fait que moi j'ai pas réussi à dire non, à affirmer mon point de vue, alors que à l'exprimer j'avais réussi, mais à l'affirmer j'avais pas réussi. Et c'est ce qui s'est passé un peu pour toute cette grossesse et pour tout ce qui s'est passé par la suite en fait par rapport à ça. Donc elle me fait un frottis. Après, du coup, au fur et à mesure des résultats, j'apprends que du coup, le frottis révèle des cellules souches de papillomavirus et que du coup, il va falloir que je fasse des examens plus poussés. Et donc, du coup, là, je vais dans une spirale de biopsie, je vais jusqu'à l'IRM. Et donc, du coup, je fais une IRM quand j'étais enceinte de 5 mois et en fait, qui révèle en fait que du coup, j'avais absolument rien. C'était juste des cellules qui étaient présentes donc j'étais porteuse du papillomavirus, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est déclaré, qu'il fallait juste après que je refasse des frottis après la grossesse et après régulièrement, mais qu'il n'y avait pas plus de risques que ça et que les tests avaient certainement été faussés par la grossesse. Donc j'étais super en colère quoi d'avoir subi tout ça alors que finalement c'était pas nécessaire. Enfin, ça aurait pu l'être, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste que il y avait beaucoup de discours alarmants pour pas grand chose. Et je me souviens surtout avoir été marquée par une phrase que m'avait dit cette gynécologue qui m'avait raconté l'histoire d'une de ses patientes avec qui elle avait fait un frottis pareil quand elle était enceinte et elles avaient découvert du coup un cancer de l'utérus et elle lui avait carrément, enfin bref, elles avaient dû interrompre cette grossesse. Enfin c'était des histoires horribles en fait que j'étais là, non mais attendez, moi j'ai... c'est ma première grossesse, vous êtes en train de me raconter des trucs horribles avant même d'avoir les résultats, de savoir si vraiment c'est grave. Et du coup j'étais là, mais en fait j'ai pas du tout envie de cet accompagnement hyper anxiogène autour de cette grossesse. Enfin, j'ai envie de bienveillance, j'ai envie de douceur, j'ai envie qu'on pense à moi avec douceur et pas seulement comme un patient à qui il faut qu'on traite les risques zéro et et enfin pour moi ça c'était pas de la bienveillance en fait, c'était vraiment juste de la zéro prise de risque et les médecins qui se couvrent pour ne pas du tout avoir de responsabilité à assumer si jamais on me découvrait des choses au fur et à mesure en fait. Et donc du coup à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me faire suivre par une sage-femme parce que du coup, j'en avais parlé un peu autour de moi et c'est ce que une de mes copines qui elle aussi avait été suivie par une sage-femme m'avait conseillé. Donc du coup, voilà, je commence un suivi de grossesse, enfin, je change du coup de praticienne en cours de grossesse et ça, c'est quelque chose qui est absolument faisable. Enfin, ça, c'est même très conseillé si jamais on n'est pas satisfaite parce que c'est horrible de continuer à aller voir quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir. Et j'étais restée quand même avec cette gynécologue-là pour les échographies parce que du coup, j'avais pas d'autres, enfin, je savais pas où m'adresser d'autre qu'avec une gynécologue pour faire les échographies. Après, par la suite, j'ai appris qu'il y avait aussi des échographes spécialisés juste en échographie. Et c'est ce que j'ai fait pour ma deuxième grossesse. Mais du coup, pour la première, j'étais un peu démunie. Et donc, du coup, je la voyais quand même je l'ai revue pour la deuxième et la troisième écho. Et donc du coup, tout le suivi avec ma sage-femme était vraiment exactement comme ce que j'avais envie, tout ça, de préparation, tout ça. Mais du coup, j'étais dans un rythme qui était devenu assez effréné parce que du coup, j'ai été embauchée dans l'entreprise auquel j'ai travaillé quand j'étais enceinte de 4 mois. Donc j'avais été ravie de ça parce que j'avais trouvé que c'était un super signe en fait de réussir à avoir ce travail enceinte. J'ai vraiment trouvé que ça m'a vraiment redonné foi en l'humanité d'avoir réussi à décrocher un job enceinte alors que je leur avais dit bien sûr lors de l'entretien. Et donc du coup j'étais dans des super énergies quoi, de me dire ouais trop chouette, je commence un travail qui me plaît trop. Et puis voilà, là ça y est, j'avais une bonne sage-femme qui me plaisait bien. Bon après franchement tout le reste de suivi des échographies que j'ai fait avec cette gynécologue ont été vraiment horribles jusqu'à la fin. Donc du coup là, je vais pas m'étendre là-dessus mais bon voilà. Et donc du coup, moi ce que j'avais comme projet un petit peu, et par rapport à la préparation à la naissance, ce que j'avais comme projet, c'était de faire un, un accouchement physiologique. Parce que du coup, j'ai perdu ma maman quand j'étais petite, elle est décédée quand j'avais 7 ans.
Et du coup, quand j'étais enceinte, j'ai demandé à mon papa du coup de me dire s'il se souvenait lui un petit peu de comment est-ce que c'était quand je suis née, les circonstances, tout ça. Et en fait, c'est assez étrange, mais tout ce qu'il arrivait à se rappeler sur mes conditions d'arrivée dans ce monde, c'était des choses donc un peu circonstancielles et surtout après en fait. Il me dit ah c'est moi qui t'ai lavé, c'est moi qui t'ai habillé, tout ça. Mais pendant tout ça, c'était les contractions, des choses que j'avais vraiment envie de savoir. En fait, c'était des choses qui étaient peu présentes. D'ailleurs, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi je fais ce podcast, parce que je trouve ça super important que nos enfants sachent les circonstances de leur venue au monde et parmi d'autres possibilités, ça ferait une possibilité pour Shani de savoir son arrivée dans ce monde. Et donc du coup, je lui parlais de tout ça, je lui demandais des détails et tout ça, et en fait c'est là qu'il m'a donné en fait des écrits que ma mère avait fait dans les années 90 autour de, parce qu'en fait elle était éducatrice de jeunes enfants et en fait elle avait fait des études pour ça, et dans ses études elle avait fait des écrits sur l'accouchement à domicile et ses recherches là-dessus. Et du coup j'avais lu ça et je trouvais ça super intéressant, mais concrètement moi j'habitais à un 40 mètres carrés à Rennes et je me voyais pas du tout, mais alors du tout accoucher chez moi. C'était ma première grossesse, je savais pas ce que c'était une contraction, j'avais extrêmement peur de la douleur. C'était quelque chose qui me venait, enfin qui était présent dans mon esprit dès le début de la grossesse. C'était quelque chose qui vraiment était présent quoi. J'avais très peur de cette douleur-là, de cet accouchement qu'elle allait arriver, qu'elle allait transformer mon corps à jamais. Bon, alors que la grossesse se transforme le corps déjà, hein, mais l'accouchement pour moi était quelque chose de très significatif dans toute cette transformation. Et du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est super intéressant et tout, mais du coup, moi, la naissance à la maison, je me le sens pas, donc du coup, je vais quand même essayer de faire un accouchement physiologique, parce que c'est vrai qu'après tout, notre sage-femme, ce qu'elle nous racontait, parce que du coup, ben, elle venait avec moi à chaque préparation à l'accouchement, et ben, elle nous disait qu'il y avait des fois des femmes qui disaient qu'elles n'avaient pas forcément mal en fait. C'était des choses qui arrivaient, enfin des contractions, c'était intense, c'était une pression, mais c'est pas forcément associé à la douleur à chaque fois. Il y a des femmes qui d'ailleurs, on leur dit qu'elles vont avoir mal et en fait, lors des contractions réelles, elles ont pas mal et du coup elles se rendent pas compte que c'est vraiment ça en fait. Donc elle nous disait de vraiment séparer les deux. Et donc du coup je me suis dit bon ben voilà, on part sur un accouchement a priori physiologique. J'avais demandé du coup à avoir la chambre nature à l'hôpital Sud à Rennes, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore la section maison de naissance de Bulle qui existe aujourd'hui à l'hôpital Sud. Et donc du coup c'était juste une chambre nature et que j'avais vue en photo. J'avais pas pu la visiter parce qu'elle était occupée le jour où on avait demandé à la visiter. Et donc du coup voilà, c'était une chambre avec un grand lit, avec des espaces pour se suspendre, avec un bain, avec un ballon. Enfin c'est juste en fait une chambre d'accouchement sans péridurale. Donc du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de perfusion possible, tout ça quoi. Et le jour du terme, donc j'arrive, j'étais du coup enceinte de 9 mois le 13 avril 2016. Et toujours pas d'accouchement. Toujours pas d'accouchement. Et là, j'arrive dans quelque chose auquel je m'étais pas du tout, mais alors du tout préparée. Parce que pendant toute la grossesse, on avait fait des préparations avec de la respiration, de la sophrologie. C'était super chouette. On avait une sage-femme qui s'appelle Huguette, qui est aujourd'hui à la retraite, qui est exceptionnelle et qui nous faisait des préparations très loufoques. Elle nous mettait dans des situations vraiment pour nous dire bon, voilà, là, on fait quoi, on se met dans quelle position. Enfin, c'était vraiment excellent. Je me souviens avoir eu des. Enfin, c'était vraiment chouette cette préparation à l'accouchement. Et le jour même, on avait fait énormément aussi de préparation par rapport à tout ce qui était massage, point de pression pour soulager la douleur, enfin des choses comme ça avec Ben. Et du coup, on était préparés quoi. Vraiment, le jour même, on s'était là, bon bah allez, on y va, je suis prête. C'est bon, j'ai envie que le bébé y sorte. Ça faisait déjà quelques semaines que j'avais des Brixton X, donc c'est les contractions qu'on a en fin de grossesse, qui préparent l'ouverture du col et tout ça. Donc le jour même, pas de contraction, pas de bébé qui se profile, donc du coup je vais consulter à l'hôpital, parce que du coup à chaque fois quand on dépasse le terme, donc le jour du terme même, on est obligé d'aller à l'hôpital, et puis après c'est tous les 2 jours pour voir si tout va bien. Donc ce jour-là j'y vais, et on me regarde, j'avais le col qui était un petit peu ouvert, mais bon, pas de contraction, donc on m'a dit de rentrer chez moi, et puis d'attendre. Et là, je me souviens de rentrer dans une spirale absolument horrible, en fait, où j'attendais tellement d'accoucher que j'ai déprimé de manière assez hallucinante
sur cette fin de grossesse en fait, parce que du coup j'étais pas du tout prête au dépassement de terme, c'était pas du tout c'était pas du tout quelque chose auquel j'étais préparée. Et je me souviens tous les matins quand je me réveillais, Ben il me demandait bon qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui et tout, parce que du coup il travaillait pas à ce moment-là. Et, euh, et du coup c'était super chouette, il était adorable avec moi et je me souviens d'être en pleurs et lui dire la seule chose que je veux aujourd'hui c'est accoucher, j'en peux plus, j'avais l'impression d'exploser, enfin j'en pouvais plus quoi, j'avais vraiment envie d'accoucher. Et en plus, en fin de grossesse, moi je dormais très mal et j'avais beaucoup de difficultés en fait à récupérer de l'énergie. Et donc du coup passe le deuxième jour où je dois aller à l'hôpital, j'y vais et cette fois-là en fait la sage-femme me propose de faire un décollement des membranes. Donc je sais pas trop concrètement en quoi ça consiste, mais bon, elle introduit un doigt dans le vagin et j'imagine qu'elle décolle les membranes de manière technique et alors peut-être passer un doigt à l'intérieur du col de l'utérus pour décoller la paroi de l'utérus et la poche du placenta. Enfin, c'est quelque chose de très voilà, d'approximatif que je dis là et n'hésitez pas à regarder concrètement comment ça se passe pour avoir les détails. C'est vrai que ça fait très mal. Franchement, personnellement, j'ai eu très mal quand elle m'a fait ça. Mais ça peut déclencher l'accouchement et de manière assez naturelle parce que ça reste mécanique. Et sinon, en fait, au bout de 5 jours après le terme, il propose en fait un déclenchement d'accouchement par injection de cytocine de synthèse, donc en perfusion. Et j'avais pas très envie d'aller jusque là. Moi j'étais très pressée d'accoucher, donc je lui ai dit de faire ce truc et je suis rentrée chez moi après. Et en fait là du coup j'étais à J plus 3, donc le lendemain j'étais à J plus 4. Et là en fait dans la nuit à 6h du mat, c'était le petit matin, tac, je perds les os. Je me rends compte, je me réveille une seconde avant, c'était absolument incroyable. Tac, j'ouvre les yeux, je perds les os. Et je réveille Ben et tout ça, je lui dis bon bah voilà, ça y est, j'ai perdu les os. Mais du coup, enfin voilà, c'était à la piscine, je vais me changer, je prends une douche, je commence à prendre un petit déj, j'étais là toute excitée, ah ça y est, c'est pour aujourd'hui, trop bien, tout. Et en fait, pas de contraction. Je dis, comment ça, on peut perdre les os et toujours pas de contraction, mais c'est quoi ce délire, comment je vais faire et tout. Donc ça par contre, notre sage-femme nous avait préparé à ça, nous avait dit que si jamais c'était le cas, il fallait pas hésiter à marcher. Alors moi ça faisait déjà 3 jours que j'arrêtais pas de marcher, donc c'était aussi pour ça que j'étais un peu fatiguée. Mais du coup je me souviens, j'habitais à côté des quais à Rennes et il y avait la balade des bonnets rouges, ça s'appelle. Et du coup j'ai sillonné cette balade des bonnets rouges, mais en long, en large, en travers, j'arrêtais pas de marcher. C'était très très chouette parce que du coup c'était des très belles balades, c'était au printemps et donc du coup il faisait super beau, c'était chouette, j'ai des bons souvenirs de ces moments-là. Mais par contre, pas de contraction. Donc je dis, ah bon, bah voilà, ça faisait quand même 4-5 heures que j'avais perdu les os. On s'est dit avec Ben, on va aller à l'hôpital, on va voir quoi, ce qu'ils vont nous dire. Et là, j'ai eu une première contraction dans la voiture. On n'avait pas beaucoup de trajet, on avait 10 minutes à peu près, mais j'ai eu une première contraction dans la voiture. Mais la suivante était très irrégulière, c'était pas du tout quelque chose de très régulier et pas très très douloureux. C'était vraiment des contractions un peu intenses, mais pas trop non plus quoi. Et du coup, enfin voilà, j'arrive à l'hôpital, on me met un bracelet et là, je me souviens d'avoir vachement apprécié ce que m'avait dit la sage-femme qui nous a accueillis. Elle nous a dit bon bah voilà, là je vous mets un bracelet, ça veut dire que quand vous sortirez de cet hôpital, vous serez avec votre bébé quoi. Et là j'étais là, ah ça y est, enfin c'est le jour quoi. Et donc c'était parti, j'arrive dans la salle de naissance qui était prête. Bon alors d'abord on a eu quelques monitoring pour voir si tout va bien. Le monitoring c'est un truc qu'on nous met sur le ventre pour écouter les battements de cœur du bébé pendant les contractions, voir si tout va bien tout ça. Et donc du coup tout se passe bien. Et là j'étais dilatée à 4 cm quand je suis arrivée. Et donc 4 cm c'était l'ouverture du col. Et il faut qu'il soit ouvert à 10 pour que le bébé puisse descendre dans le vagin, enfin dans le bassin, dans le vagin, et puis sortir en fait. Donc du coup... Et je me souviens, notre sage-femme de préparation à l'accouchement, elle nous disait que pour un premier accouchement, on compte en général 1 cm par heure de contraction active, de travail actif. Donc j'étais là, bon bah super, je suis déjà à 4, ça veut dire que dans 6 heures, machin et tout. Alors je sais, franchement, je pense pas que j'aurais dû calculer ça comme ça, c'était vraiment horrible. Mais donc du coup, on débarque dans cette salle d'accouchement, une fois que les contractions étaient bien parties en travail actif. Donc ça s'est venu naturellement avec juste la montée et la descente des marches des escaliers. Et, en fait, là, j'arrive dans la chambre nature et je me rends compte très vite qu'il y a quelque chose qui va pas le faire, c'est que je me sens pas du tout à l'aise dans cette salle en fait. Enfin, et j'ai jamais pu le dire en fait. C'est quelque chose que j'ai jamais réussi à dire jusqu'à ce que j'en sorte.
je me sentais vraiment, en fait, la salle était immense, mais vraiment très très grande. Enfin, c'était même plus grand que mon salon. Enfin, c'est vraiment immense comme salle, quoi. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit si grand, en fait. L'endroit où je me sentais le mieux dans cet endroit, c'était les toilettes où j'étais, en fait, avec moi-même. Et là, il y avait des baies vitrées où il y avait le soleil et tout ça, et c'était très chouette, hein. Mais en fait, que je me rendais compte que là, dans ma situation en train d'accoucher, j'avais pas envie de voir le soleil, j'avais pas envie de voir l'extérieur. J'étais quelque chose que j'avais besoin de rentrer à l'intérieur de moi-même, et j'y arrivais pas, en fait. Et il y avait plein de couleurs, il y avait du rouge et tout, c'était pétant, j'arrivais pas à rentrer dans mon accouchement, j'étais démunie. Je supportais pas que Ben me touche alors qu'on avait fait beaucoup beaucoup de massages pendant la grossesse. C'est incroyable de se rendre compte au final au jour J qu'en fait je supportais pas le contact physique. Enfin, c'était très c'était très particulier, quoi. Et donc du coup j'avais pas le droit non plus de prendre de bain qui peut dans certains cas apaiser les contractions parce que j'avais déjà perdu les os. Je devais prendre des douches, mais bon, moi je suis super écolo et du coup ça me faisait trop culpabiliser de laisser la douche couler alors que du coup moi j'étais en train de me dire non mais là je suis en train de gaspiller de l'eau alors que mes contractions me font toujours aussi mal, ça sert à rien. Enfin bref, j'arrivais pas du tout à dépasser ce truc là. Donc et puis en plus je me souviens que la douche c'était particulier parce que la baignoire il y avait pas de rideau, il y avait rien pour avoir un peu d'intimité et elle était en face de la porte d'entrée de la pièce et du coup il y avait des sages-femmes qui arrivaient, j'étais à poil en train de prendre ma douche. Enfin, j'étais là non mais c'est horrible cet endroit, j'étais vraiment mais je me sentais super mal, j'étais vraiment pas bien, quoi. Enfin pas du tout à l'aise, quoi, avec moi et j'essayais de gérer les contractions, mais plus ça allait, plus je paniquais, en fait. J'étais là, mais je vais pas y arriver, en fait. Enfin, c'était très compliqué. Et Ben n'était pas du tout en capacité de m'aider. Il me regardait avec un regard super démuni. Il n'arrivait pas, quoi, à me donner des clés pour que je puisse m'en sortir. Et à chaque fois que les sages-femmes venaient, enfin, il y avait une sage-femme et une infirmière puéricultrice qui venaient en duo, enfin, régulièrement. Et elle me disait, bah, concentrez-vous sur votre respiration, c'est bien, parce que j'étais très silencieuse. J'arrivais pas du tout à exprimer ma douleur, en fait. Et en fait, du coup, elle me disait c'est bien et tout. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle venait, des fois, elle me faisait un toucher du col ou un monitoring. Donc, elle m'obligeait à être assise pour le monito horrible, là, le truc qui serre le vide. Et à chaque fois qu'elle me faisait un toucher, bah, voilà, j'ai passé 8 heures dans cette salle et au bout des 8 heures, j'étais à 5 centimètres, quoi. Donc, c'était vraiment la déprime totale, quoi. J'étais non, mais toute cette douleur, tout ça, pour rien, franchement. Bon, en fait, concrètement, j'avais un gros blocage, hein. C'était pas seulement les heures de travail qui étaient inefficaces, hein. C'est que j'arrivais pas du tout à j'étais pas à l'aise, en fait. Donc du coup c'était impossible pour moi de lâcher ce, ce col et laisser ce col s'ouvrir, en fait. Donc au bout de 8 heures de travail actif, du coup le col était effacé, ce qui n'était pas le cas du coup avant, quand j'étais arrivée à la maternité. Donc du coup ça c'était positif. Mais en fait après, au bout d'un moment, ça faisait plus de 12 heures que j'avais perdu les os. Les sages-femmes n'arrêtaient pas de me proposer la péridurale. Et là, elle me disait que en fait, ce serait peut-être pas mal de mettre une perfusion parce que du coup, il fallait mettre des antibiotiques pour prévention parce que du coup, j'avais perdu des os depuis très longtemps et que voilà, par prévention, on met des antibiotiques au bout de 12 heures. Et donc du coup, ben voilà, au bout d'un moment, j'ai dit oui, 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 allez-y, mettez-moi la péridurale, je n'en peux plus. Enfin voilà quoi, je sors de cette salle et j'arrive dans une salle où il y avait du coup possibilité d'avoir une péridurale et tout ça. Et là, en fait, déjà, bon, il faisait nuit, du coup. Et c'est incroyable, mais direct, je me sens mieux, en fait. La salle était vraiment, mais elle faisait même pas un quart de la salle nature. Il y avait un fauteuil dans lequel Ben, il s'est assis et il s'est relâché parce qu'il savait, du coup, qu'il allait avoir la péridurale. Il y avait quelque chose qui était positif. Enfin, lui, il avait été très soulagé quand j'ai dit que j'acceptais la péridurale parce qu'enfin, il y avait quelque chose qui allait changer, en fait, et j'allais arrêter de souffrir, en fait. Et et du coup, là, j'ai passé 1 heure de contraction très intense, très très douloureuse, et c'est vraiment horrible, en fait, de se dire que voilà, ça y est, j'ai accepté la péridurale, et en fait, là, il faut encore que j'attende 1 heure avant que l'anesthésiste soit libérée pour qu'il me foute l'aiguille dans le dos, là. Donc, du coup, ça, c'était vraiment pas évident. Mais une fois que la péridurale a été posée, bon, alors c'était pareil, c'était le gros sketch pour poser la péridurale. Je me souviens, il y avait une histoire de lit qui était pas à la bonne hauteur, et plein de sages-femmes qui sont passées dans la salle pour essayer de remonter alors que j'étais en pleine contraction. On m'avait préparé tout pour faire la péridurale, donc du coup Ben il pouvait plus être à côté de moi. Il y avait des sages-femmes à qui je broyais les mains littéralement en attendant que les contractions passent. Et en fait, à un moment, il y a une sage-femme, on sent bien qu'elle avait de la bouteille, et en fait elle arrive, et puis parce que là ils avaient carrément abandonné l'idée de remonter le lit. Ils étaient dit non mais en fait on va lui changer le lit parce que ça c'est un vieux lit machin, donc on va le mettre sur un autre lit pour pouvoir enfin, faire le truc plus facilement. Et là la sage-femme qui arrive et qui fait ah c'est lit-là, mais en fait c'est comme ça. Et puis du coup elle me soulève énormément. Bref, je fais un bond sur le lit et bien ça y est, c'est bon, c'est à la bonne hauteur. Et du coup c'était vraiment le gros sketch. Enfin bref,
A posteriori, c'est très rigolo. Mais bon, du coup, voilà, l'anesthésiste arrive et puis elle était adorable. Mais toutes les sages-femmes ont été super adorables parce que malgré qu'elles n'aient pas pu m'aider dans mon accouchement physiologique parce qu'elles étaient complètement démunies, je pense qu'elles n'étaient pas du tout formées à ça dans leur formation, et bien elles ont toutes été adorables et c'est vraiment pas de leur faute. Je pense que voilà, c'est juste pas évident de suivre plein de grossesses, plein d'accouchements en même temps. Et surtout, voilà quoi. Là, la péridurale, elles savaient faire et elles ont été absolument adorables. L'anesthésiste aussi qui m'a dit, bon bah voilà, j'imagine que vous n'êtes pas super content de me voir et tout, mais vraiment, elle était vraiment super. Donc après, j'ai eu la péridurale, c'était beaucoup plus tranquille. J'ai passé, ça a été assez rapide en fait après parce que je pense que j'étais à dilatation complète assez rapidement parce que je crois qu'en plus, comme ça faisait quand même assez longtemps que j'avais perdu les os et tout ça, ils voulaient quand même accélérer l'accouchement, donc ils m'ont injecté de l'ocytocine de synthèse pour accélérer un petit peu les contractions. Et donc du coup, quelques heures plus tard, j'ai accouché. Donc voilà, ils m'ont fait accoucher. Alors la poussée, par contre, c'était avec un miroir. C'était super chouette de faire ça. Parce que du coup, en fait, au début, j'étais assez gênée de voir mon entrejambe comme ça en gros plan avec un miroir en face de moi. Et en fait, la sage-femme m'a dit, mais si, vraiment, allez-y, regardez, vous allez voir, ça va vous aider. Parce que du coup, avec la péridurale, bon, même si j'avais dosé au minimum, je sentais, mais c'est pas pareil que de voir en fait. Et voir vraiment le périnée s'ouvrir avec la tête qui sort et tout ça, ça m'a vraiment permis de doser les poussées. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai eu aucune déchirure par rapport à mon périnée. Et ça, c'était vraiment trop chouette. Et je pense qu'elles utilisent ça vraiment pour éviter les déchirures. Et ça marche super bien. Donc, franchement, moi, j'avais adoré ça. Et puis en plus, enfin, vraiment, voir le bébé sortir de son corps, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Enfin, j'avais halluciné, moi, ce truc-là, c'était trop bien. Enfin, c'était magique. Je voyais les petits cheveux qui sortaient. Enfin, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc voilà, Shani est née avec quelques poussées et c'était trop bien. Et là, c'était vraiment le moment idéal de... Voilà, elle était née, elle était sur moi et on allait bien toutes les deux. Le placenta est sorti. Je me souviens qu'on m'avait injecté aussi de l'ocytocine pour faire sortir le placenta. Donc c'était quasiment immédiat en fait. J'ai pas attendu beaucoup. Mais voilà, je me souviens qu'elle a tété très vite. Elle a grimpé et puis elle s'est mise au sein très vite. Et puis après, Ben l'a prise. Le temps qu'elle me fasse quelques soins pour vérifier que tout allait bien, euh, que j'avais pas d'hémorragie et tout ça. Enfin bref. Et du coup, c'est Ben qui l'a prise en peau à peau sur lui. Et du coup, là, lui, il était complètement aux anges. Il était ultra ravi. Et voilà, on était en salle de naissance, tout allait bien, un beau bébé, 3 kg 620, et tout allait bien. Et je me souviens, mais quasiment immédiatement, me dire, mais waouh, c'est hallucinant, mais je suis passée à côté de mon accouchement. Enfin, il y a quelque chose qui était... c'était trop facile. Je me souviens d'être dit ça en fait. Pas d'être... La notion d'être passée à côté de son accouchement, c'était quelque chose que je me suis dit par la suite, mais le truc de me dire, c'était trop facile. Je suis pas d'accord. Je viens d'avoir un bébé qui est passé dans mon bassin, qui est sorti de moi, donc en position gynéco bien sûr et tout ça. Et il y a un truc qui était trop facile là. J'ai pas vécu le truc à 100% quoi. Et direct, je me suis dit, mais j'ai envie de revivre ça une deuxième fois. Il est hors de question que je ne vive pas un accouchement physiologique en fait. Je me le suis dit dès ce moment-là. La première nuit, nous avons passé la première nuit avec Ben dans cette salle d'accouchement parce qu'ils avaient des problèmes de chambre qui étaient tout occupés. Et c'était chouette d'être restés toute cette première nuit sur tous les trois dans cette chambre complètement cocoon. On nous a pas déplacés. Et ça, c'était vraiment chouette. Parce que je pense qu'il y a quelque chose dans mon accouchement là qui m'avait aussi beaucoup dérangé. C'était le fait d'avoir beaucoup bougé, d'avoir eu d'être allée à l'hôpital, d'avoir eu les premières contractions, d'avoir beaucoup marché. Donc ça, c'était chouette tant que j'étais pas dans une salle, mais d'être allée dans la chambre de nature après avoir bougé de salle. Bon, après, heureusement que je suis sortie de cette salle qui était horrible parce que du coup, je m'y sentais pas bien du tout. Mais là, de pouvoir rester en fait quelques temps dans cette chambre d'accouchement, dans cette salle d'accouchement et pas avoir de chambre directe, ça, c'était très chouette. Et je pense que j'aurais bien aimé rester dans cet endroit qui était très cocoon, dans cette ambiance tamisée qui était vraiment parfaite. J'avais adoré ce moment-là.
donc après cette période d'accouchement passée, je découvrais pour alors l'univers d'être une très jeune mère avec un petit bébé. Les premières tétées très douloureuses. Enfin, tout ça bien sûr c'est pour moi. Il y a plein de femmes pour qui les premières tétées sont pas du tout douloureuses. Hein. C'est juste que moi j'ai vécu un début d'allaitement avec ma fille qui était compliqué et qui a duré une semaine à peine avant qu'on aille consulter une sage-femme spécialisée en allaitement et qui nous permette d'avoir des positions appropriées à ma lactation et du coup qui nous a permis de donner notre première tétée sans douleur. Elle devait avoir 6 jours Shani, un truc comme ça. Et du coup l'allaitement, tout ça, donc je me souviens de vivre ça, mais il y avait quelque chose de mêlé en fait dans tout ça, dans le fait que j'étais fatiguée bien sûr, mais quelque chose au-delà de l'allaitement, au-delà des difficultés qui sont quasiment, j'ai envie de dire, que ça vient avec le package du bébé quoi. Même quand ça se passe bien, il y a toujours ces petites difficultés là. Non, il y a quelque chose qui était là, qui était présent à partir du moment où elle était née, et même pendant la poussée, c'était déjà présent un peu avant qu'elle naisse, où j'avais l'impression d'être un peu en décalage, un peu déphasée par rapport à tout ce qui était en train de m'arriver. Et que l'arrivée du bébé, du coup, de ma fille, a été dans le prolongement de tout ça. Donc effectivement, il y a une émotion qui submerge, tout ça. Mais je me souviens surtout avoir beaucoup mentalisé cette naissance et d'avoir vécu quelque chose d'un peu subi, qui était un peu la responsabilité que ça implique de maintenant avoir la responsabilité d'un enfant. Et de ressentir absolument aucune joie par rapport à cette responsabilité-là. D'être émerveillée par ma fille, mais de ne pas me réjouir d'être mère. D'avoir une sorte d'émotion très complexe qui était d'autant plus complexe qu'il y a une très forte injonction au bonheur quand on vient d'accoucher et qu'on l'annonce à nos proches. Et je me souviens de recevoir énormément de messages de mes copines qui me disaient alors heureuse. Et j'étais tellement loin de tout ça, tellement loin de la sensation de bonheur que je comprenais pas en fait. J'étais vraiment en décalage. J'étais vraiment en décalage par rapport à ce moment-là. Je me souviens que ce que j'ai ressenti, c'était de la peur, limite de l'angoisse, et une sensation d'incapacité très grande, et une sensation de très grande honte à ne pas du tout pouvoir en parler, et à ne pas du tout l'assumer. C'était ça, moi, les moments de postpartum immédiat, que j'ai ressenti une fois que Shani était sortie de mon ventre. Je pense que la première fois que j'ai vraiment dormi, après la naissance, ça devait être à J4, quand on était rentré à la maison, et quand mon compagnon était parti faire un tour en porte-bébé avec notre fille dans le pâté de maison. Et que j'étais toute seule en fait, et que j'ai enfin pu dormir. Et c'était très très violent de me rendre compte en fait que j'étais pas capable de dormir avec ma fille. Qu'il y avait une sorte de vigilance tellement accrue de cette obligation d'être vigilante, comme si j'allais m'endormir et que ma fille pouvait mourir. C'était quelque chose d'impossible en fait. J'étais pas capable de m'endormir. Le laisser-aller nécessaire au sommeil, je l'avais complètement perdu à ce moment-là. Et du coup, avec la chute des hormones et tout ça, je suis tombée très très rapidement en dépression postpartum. Le deuxième jour de vie de ma fille, j'ai demandé à une de mes meilleures amies qui était venue à Rennes pour l'accouchement, enfin pour cette naissance, qui était venue pour quelques jours avant la naissance et puis pour nous voir après. J'ai demandé de venir parce que du coup mon compagnon était parti à la maison pour se reposer et préparer la maison à l'arrivée du bébé. Et j'étais pas capable de rester toute seule en fait. Et j'étais vraiment incapable de rester toute seule avec ce bébé. Je me souviens avoir eu une sensation de... Mais en fait, j'ai peur d'être toute seule avec ce bébé en fait. J'ai peur de moi-même parce que j'ai absolument aucune confiance en moi. Je sais que quand il y a mon compagnon qui est là, comme il est là, j'arrive à être mère. Mais sans lui, c'était juste impossible en fait. Quand Shani a eu 2 ans, j'ai commencé une thérapie pour d'autres raisons qui étaient liées à une très grande fatigue, liée aussi à mon travail et tout ça. Mais en fait, lors de cette thérapie, j'ai vraiment compris tout ce qui s'était passé
lors de cet accouchement et des suites de couches que j'avais eues, et des choses qui étaient toujours très présentes dans ma relation avec ma fille. Et c'est des choses dont aujourd'hui je me suis débarrassée, mais la thérapie m'y a énormément aidée. Et heureusement que j'ai fait cette thérapie, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, la relation que j'ai avec ma fille est beaucoup plus épanouie, elle est beaucoup plus sereine. On y a enlevé l'angoisse pour y laisser que de l'amour. Donc c'est que positif. Je dis pas que c'est parfait, hein, mais bon, je pense pas qu'il y ait de relation parfaite. Et je vais reprendre une image de Karine, la sage-femme, dont on m'a parlé, c'était ma sage-femme, une des sages-femmes qui m'a accouchée, Élise, qui m'avait parlé de cette image de Karine, la sage-femme, qui a un site internet qui est assez connu, c'est une sage-femme qui est assez connue dans le milieu des sages-femmes, et qui évoquait l'image en fait à la naissance, c'est comme si à la place de se regarder dans un miroir où on voit toujours notre image, et ben le miroir se brisait. La naissance est un événement tellement fort dans la vie que le miroir se brise et qu'on voit plus du tout son reflet, mais on voit que ce qu'il y a derrière. Et si on n'est pas préparé à ça, si on n'est pas préparé à voir ce qu'il y a derrière par rapport à tout ce que notre inconscient cache depuis des années, ça peut être extrêmement violent en fait. Et moi c'est exactement ce que j'ai vécu. Cette image m'a énormément parlé. Il y avait énormément de choses que j'avais pas réglées avec moi-même. Et quand le miroir s'est brisé et que j'ai vu ce qu'il y avait derrière, j'ai juste pas du tout réussi à le gérer. J'ai juste pas du tout réussi à reconstruire cette... Enfin, d'intégrer ce qu'il y avait derrière à mon reflet. C'était juste une sorte de refus en bloc de tout ce que je voyais. Totalement inconscient, bien sûr. Mais ouais, concrètement, pour rentrer un peu plus dans les détails, c'était parce que j'avais beaucoup de pensées à ce moment-là. Et pour en avoir beaucoup parlé en thérapie, aujourd'hui, je sais que c'est des choses en fait qui arrivent quand le corps réagit à une situation nouvelle qu'il n'est pas capable de gérer. Et du coup, il envoie des pensées, enfin, c'est subconscient, tout ça, qui envoie des pensées, tout ça, de préservation du corps et de l'intégrité, et du coup, qui propose des solutions extrêmement brutales, notamment face au manque de sommeil. Et je me souviens avoir eu des pensées de violence, en fait, de jeter ma fille par la fenêtre. C'était surtout ça, parce que en plus, j'avais le vertige, et j'étais dans une chambre à l'hôpital qui était au 6e étage. Enfin, c'était horrible. Je me souviens avoir eu cette sensation de vertige quasiment permanent, de me dire oh, mais c'est horrible de m'avoir mis là. Mais c'était des choses qui se passaient dans ma tête, tout ça. J'ai jamais réussi à en parler avant les 2 ans de ma fille. Jamais, jamais. Donc, comme quoi, c'est quand même bien tabou de pas réussir à admettre ça. Là, aujourd'hui, j'ai 2 enfants et des pensées de maltraitance de son enfant, je dis bien des pensées, hein, mais des pensées de maltraitance, donc par exemple de jeter son bébé contre un mur quand il arrête pas de pleurer, de juste le laisser, enfin des pensées comme ça, j'en ai eu avec mon fils aussi, mais j'y ai pas du tout réagi de la même manière en fait, parce que je pense en fait que c'est presque quasiment inévitable, on est dans un tel état de manque de sommeil tellement chronique que le subconscient envoie ces pensées-là pour la préservation de l'intégrité mentale et psychique. Il dit non mais là, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, on peut pas rester dans un tel état de fatigue. Et la raison ou l'amour vient dire que si, on va même pouvoir aller bien au-delà, parce que il y a un lien qui nous lie à notre enfant qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. Et on en a envie de ce lien. Et du coup, ça prend bien plus le dessus sur ce truc-là. Sur ces pensées qui sont parasites. Moi j'appelle ça un peu des pensées parasites qui sont effectivement des pensées un peu morbides, mais qui sont pas graves si elles sont identifiées en fait. Moi quand j'avais ces pensées là pour mon fils, elles étaient extrêmement fugaces. C'était des pensées qui me venaient, je les connaissais en plus parce que je les avais déjà eues pour ma fille, et je les laissais partir et c'est bon quoi. J'étais non mais ok, mon subconscient me dit que là je suis très fatiguée, donc j'ai peut-être plus essayé de mettre en place des temps de repos plutôt que et de profiter d'un week-end où mon compagnon peut peut-être garder bébé et puis que je puisse faire une vraie sieste de 3 heures. C'était ça en fait que je mettais en place plutôt que de paniquer et de me dire mais comment ça se fait que je pense ce genre de choses.
Et c'était exactement cette réflexion que j'ai eue quand du coup j'avais ces pensées-là pour ma fille. J'ai absolument paniqué. Et ça a créé toute cette peur de moi-même. Et j'en parle comme si c'était une évidence aujourd'hui et qu'il n'y avait que ça qui se voyait, alors que bien sûr que non, il n'y avait pas que ça qui se voyait. J'ai absolument été incapable d'en parler à ce moment-là, donc je faisais absolument tout pour avoir l'air d'une maman heureuse et épanouie. J'y arrivais pas excessivement bien, mais c'était quand même ce que j'essayais de faire, parce que c'était tellement logique et tellement attendu en fait, que c'est tellement pas attendu des mamans déprimées. On a tellement pas l'habitude de ça quand on dit qu'une maman arrive pas à bien vivre son postpartum. C'est comme si c'était une surprise en disant oh, mais qu'est-ce qui. Enfin, et cette sensation profonde en fait de me dire que. Et j'étais tellement pas en train de vivre ce qu'il fallait vivre. J'étais à côté. En plus, dans le premier mois de vie, il y a quasiment toutes les visites des gens qui doivent venir voir le bébé. Donc, toute la famille, les amis proches. Et du coup, c'était très déroutant de se dire que fallait parler de l'accouchement, raconter comment ça s'était passé. Et c'était extrêmement difficile en fait parce que déjà j'avais pas le recul nécessaire pour vraiment avoir compris ce qui s'était passé lors de mon accouchement. Et j'étais face à des émotions tellement difficiles que j'avais du mal juste à être debout tous les jours et à m'occuper de mon enfant, à l'allaiter et à faire qu'une journée se passe normalement. Avoir la sensation d'avoir peur de son cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement inconfortable. Et donc du coup, je pense que c'était plus ça que j'ai ressenti après. C'est un inconfort à être seule avec ma fille. Jusqu'au moment où je me suis séparée de cette angoisse en fait, de tout ça. Jusqu'au moment où j'ai eu l'explication en fait de pourquoi est-ce que je pensais tout ça et qu'en fait c'était normal. Enfin normal. C'est difficile de parler de normalité dans la maternité, mais que c'était pas grave, que beaucoup de femmes avaient ce genre de pensée et ça reste des pensées en fait. Tant que ça reste des pensées, c'est pas grave. Et en fait, ce qui est épuisant, c'est de lutter contre ces pensées plutôt que de les laisser passer et laisser place au reste, à l'émerveillement et à la découverte. Elle était merveilleuse, elle a toujours été merveilleuse. Bon, aujourd'hui, bien sûr, elle a bientôt 4 ans, il y a tout le reste aussi, c'est pas seulement l'émerveillement du début, c'est l'émerveillement de chaque jour qui est présent et qui transparaît dans mes mots. Mais par contre, je me souviens que l'amour réel, cet élan du cœur qui allait de tomber en amour pour son enfant, de tomber amoureuse, c'est quelque chose qui est débordant en fait, qui est pas quelque chose dans les deux sens, c'est quelque chose qui est absolument à sens unique. Alors après bien sûr, nos enfants nous aiment, mais l'amour qu'on a pour nos enfants, c'est absolument incroyable et indescriptible. Et ça, je l'ai vraiment ressenti à ces 1 mois, à peu près. Je me souviens, peut-être que c'était même un peu avant ces 1 mois. Je me souviens en tout cas que c'était lors de son premier sourire. Les enfants commencent à sourire à peu près autour de là. Moi, j'ai vraiment vécu cet élan du cœur avec ma fille au bout de ces 1 mois, à partir de son premier sourire. Et rétrospectivement, je pense en effet que si notre couple mère-enfant avait été plus préservé et peut-être un peu plus autarcique, toutes les deux, on aurait peut-être réussi à tomber, j'aurais peut-être réussi à tomber amoureuse d'elle un peu plus tôt. On est tous responsables de ce qui se passe dans les couples mère-enfant. De ne pas réussir à entendre, de ne pas avoir les oreilles suffisamment disponibles pour entendre quand les choses vont pas bien et avoir juste une tolérance et une écoute bienveillante et suffisamment bienveillante pour entendre que oui, on n'est pas obligé d'être heureux quand on vient d'avoir un bébé, que ça peut venir plus tard. En fait, je crois que la première fois que j'ai eu l'occasion de parler de cette période difficile, j'étais allée rendre visite à une copine à Nantes. Et elle m'a demandé du coup comment s'était passée cette période de postpartum en évoquant le fait que pour une de ses amies ça avait été difficile. Et le fait qu'elle me laisse cette place en fait, qu'elle me laisse la possibilité d'évoquer une période difficile en me disant que j'étais pas la seule, qu'il y avait d'autres femmes qui étaient passées par des phases difficiles, a fait que j'ai été capable en fait de déposer que ouais, pour moi ça avait été super dur son premier mois de vie. Et qu'après ça s'était amélioré. Et me rendre compte en fait que ouais, c'était à ce point-là dur de pouvoir évoquer cette phase-là. Je crois que peut-être c'est ça qui m'a donné l'essence même de l'envie qui m'a donné de faire ce podcast. De se dire que, mesdames, si vous traversez des périodes de difficultés comme ça, mais
Mais vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas les seuls à traverser ce genre de phase. C'est tellement difficile de devenir mère. C'est tellement dur. Et c'est tellement libérateur de l'évoquer, d'en parler avec ses amis. Aujourd'hui, quand je vais rendre visite à des amis qui ont des enfants en très bas âge, qui viennent d'accoucher et tout ça, c'est des sujets que j'aborde, mais beaucoup plus facilement et qui rendent des discussions beaucoup plus sincères et compréhensives. Et ça aide en fait à sortir de ce tourbillon infernal de culpabilité, de silence et de mal-être. Aujourd'hui, sur internet, j'entends parler et je vois des hashtags mon postpartum sur les suites de couches. Donc là, ça parle beaucoup plus des suites de couches, de beaucoup de choses par rapport au corps et tout ça. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas du tout abordé parce que pour moi, la partie mentale et psychologique a pris tellement de place que la partie corporelle était très secondaire. C'était une période en fait où on est dans une extrême fragilité et tout peut devenir très compliqué. Donc l'acceptation de soi, accepter que son corps change et que on va peut-être pas récupérer sa ligne d'avant-grossesse immédiatement. On a tout quelque chose qui est compliqué à gérer en postpartum. C'est très compliqué d'avoir un postpartum qui est absolument parfait. Et voilà, nous sommes à la fin de cette première partie. En guise de conclusion, je souhaite interroger la place aujourd'hui que pourrait jouer l'allongement du congé paternité qui pourrait permettre d'éviter de nombreuses complications du postpartum. Merci pour ton écoute et à tout de suite pour la deuxième partie qui raconte la naissance de mon deuxième enfant, Abel.